Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la première conférence étudiante du CRIN. Mon nom est Yann et je fais partie du comité organisateur. Nous sommes fiers de vous présenter ce premier colloque créé par les étudiants du CRIN. Notre premier colloque a pour thème la mémoire et les humanités numériques. Trois aspects principaux vont être explorés durant les 2 prochaines journées. D'abord, histoire et archives, puis mémoire informatique et base de données, et finalement, mémoire commune et individuelle. Nous avons la chance d'avoir des plénières, d'abord de la part de Frédéric Claver, qui est ici dans la salle, et nous aurons demain une plénière de la part de Amanda Montaigu, qui malheureusement ne sera pas avec nous en personne, mais qui pourra nous rejoindre à distance. Elle a malheureusement contracté une maladie, donc elle ne sera pas avec nous en personne. J'aimerais remercier le comité organisateur, Param Aledavoud, Julia Ferretti, Jeannette Hernandez, Loïc Laridan, Anastasia Ratchouk, Mathilde Verstrait, et nos partenaires qui ont permis à cet événement d'avoir lieu et à vous servir du café, du thé, des fruits et des viennoiseries. Donc, le CRIN, le GREN et l'association étudiante en littérature comparée. Et sans plus attendre, nous avons ici le directeur du CRIN, Michael Sinatra, pour nous parler du CRIN et après, on se lancera dans notre plénière. Merci. Bien, bonjour à tous en ligne et à ceux présents dans la salle. Rassurez-vous, je ne vais pas parler trop longtemps. On n'a pas du monde du décanat ce matin, donc c'est moi qui vais faire un petit peu la version humanité numérique à l'Université de Montréal. Nous en sommes maintenant à 10 ans. On va célébrer cet automne 10 ans du CRIN. Lancé donc en l'automne 2013 par Stéphane Sinclair à McGill, Jason Camlott à Concordia et Marcello Vitali Rossati et moi-même à l'Université de Montréal, avec une volonté de fédérer les activités en humanité numérique au sein des universités québécoises. On est parti de Montréal et on a grandi avec le temps. On représente maintenant 11 institutions québécoises et 62 chercheurs réguliers, plus une quarantaine de collaborateurs. Un centre qui se développe. Et une des choses qui avait manqué dans notre profil, c'était vraiment cette idée d'impliquer concrètement les étudiants dans un événement à eux. Et donc, on les avait évidemment impliqués dans les projets de recherche, d'autres événements dans le passé. Le colloque pour les 5 ans du CRIN en 2018 avait figuré avec beaucoup d'étudiants. On avait eu le plaisir d'héberger Humanistica en 2022, l'an dernier, où encore une fois, plusieurs de nos étudiants membres du centre avaient participé et fait des conférences pendant cet événement-là. Et donc, en début de cette année, le comité exécutif avait lancé l'invitation à un groupe d'étudiants du département de littérature des langues du monde de se mettre en place. Donc, je tiens à remercier au nom de l'exécutif tous les étudiants qui viennent d'être mentionnés par Yann pour leur travail avec un temps relativement court. Ça, c'est un peu de ma faute parce qu'on court tous. Donc, j'aurais donné un challenge encore plus élevé de non seulement faire le premier colloque du CRIN, mais de le faire en très peu de temps. Et comme vous avez vu avec le programme, on est tous très excités à l'idée d'écouter toutes les présentations et à commencer par, évidemment, le premier conférencier plénier, Frédéric Claver, qui est notre professeur invité aussi au CRIN cet hiver pendant 2 semaines. On va bien le faire travailler avec des rencontres, des présentations et plein de choses comme ça, quoi. Donc, encore une fois, au nom du CRIN, merci à tout le comité organisateur pour cet événement et nous avons hâte d'écouter, de voir. L'an prochain, je l'annonce tout de suite, ça sera un petit peu en regardant un étudiant de Concordia. On a déjà des plans avec plus de temps dans le truc où Concordia sera le partenaire pour le 2e colloque du CRIN à l'hiver 2024. Donc là, on aura le temps d'en reparler. Et pour l'instant, on se concentre sur celui d'aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, j'invite Loïc à venir présenter notre conférence. Oui, donc bonjour à tous. Donc pour notre première plénière, on a la chance d'accueillir Monsieur Frédéric Claver. Docteur en histoire contemporaine, Frédéric Claver a étudié l'histoire contemporaine et les sciences politiques à Strasbourg et à Leeds, avant de devenir professeur assistant au Centre for Contemporary and Digital History à l'Université de Luxembourg, C2DH. Il a été enseignant-chercheur à Strasbourg, au Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe et à l'Université de Lausanne. Il a également été ingénieur de la recherche à l'Université Paris-Sorbonne pour le laboratoire d'excellence Écrire une nouvelle histoire de l'Europe. Son doctorat portait sur Hjalmarskatt, ministre allemand de l'économie et président de la Reichsbank. À partir de 2008, il est devenu un membre actif de la communauté des humanités numériques et s'est progressivement tourné vers l'étude des relations entre les historiens, historiennes et leurs sources primaires à l'ère numérique d'une part, et vers l'usage des données massives issues de plateformes du web en histoire et en études mémorielles d'autre part. Il a dirigé le projet World War I sur les échos du centenaire de la Grande Guerre sur Twitter avec Caroline Muller, Université de Rennes 2.
Il est le co-directeur du livre en ligne Le goût de l'archive à l'ère numérique. Il est en charge de la communication, de la dissémination de l'action COST, Slow Memo, et managing editor du journal Digital History. Donc merci à vous et je vous laisse le micro. Merci Loïc. Tout d'abord, je vais commencer par les remerciements. Merci à Michael pour l'invitation, évidemment. Et merci aux organisatrices et organisateurs. Alors, le sujet que je vais traiter aujourd'hui va avoir une orientation plutôt méthodologique. Je vais parler de mémoire collective à haute fréquence, c'est-à-dire de mémoire collective ou d'écho de la mémoire collective, des mémoires collectives sur les réseaux sociaux numériques. Je vais un peu approfondir la présentation de qui je suis. Donc, je viens de l'histoire des relations internationales avec une formation originaire en Sciences Po, parce que c'est l'école française d'histoire des relations internationales est très liée aux sciences politiques. Alors, pourquoi en suis-je venu maintenant à m'intéresser à la mémoire collective? Tout simplement par les aléas d'une carrière non linéaire. Donc, ça peut servir de ne pas avoir une carrière linéaire. Et il se trouve que pour des raisons personnelles et académiques, j'ai appris à collecter des tweets, et que dans une par l'attrait technique plus qu'autre chose, et puis pendant une discussion dans un train, et les discussions dans un train chez les universitaires sont importantes, en tout cas en Europe, j'ai appliqué ce savoir-faire au centenaire de la Première Guerre mondiale. Une discussion avec Nicolas Beaupré et ensuite Benoît Magérus. Et c'est comme ça que je me suis orienté, un peu par hasard, un peu pour le défi, un peu pour voir, vers les études mémorielles sans même le savoir. C'est-à-dire que ça fait qu'1 an ou 2 que j'explique que je fais des memory studies. Et donc j'ai commencé à collecter des tweets, et puis collecter des tweets assez massivement dans le cadre de 2 projets. Donc le projet #WW1, sur les échos du centenaire de la Première Guerre mondiale sur Twitter, et j'ai ensuite, je l'expliquerai un peu, réutilisé ce savoir-faire sur la crise sanitaire. Il m'arrive aussi de faire des recherches. Je mentionne ici le projet OWAC2, qui est un projet à l'origine initié par ma collègue Valérie Schaffer, d'utiliser aussi les archives du web. Et avec les archives du web, on aurait aussi également énormément de choses à dire sur les questions de mémoire, et de mémoire collective d'ailleurs, ce sont des archives qui sont très très spécifiques. Alors j'ai commencé... Alors attendez, puisque... Ouais, bon, j'aurais pas accès à mes notes, c'est pas grave. Je vais commencer par vous montrer cette photo-là. Alors donc je vais commencer par parler de quelque chose qui n'est pas du tout humanité numérique. Vous voyez ici de jeunes Français et Allemands qui, en mai 2016, ont couru à l'occasion de la commémoration du centenaire de la bataille de Verdun, ont couru dans le cimetière militaire qui est devant l'ossuaire de Douaumont. L'ossuaire de Douaumont, c'est l'un des lieux essentiels de la mémoire collective française de la Première Guerre mondiale. Et cette mise en scène de la commémoration du centenaire de la bataille de Verdun a suscité 2 controverses. La première, c'est que pour remercier ces jeunes d'avoir préparé et participé à cette commémoration, la ville de Verdun voulait organiser un concert d'un rappeur français qui s'appelle Black M, qui a la double nationalité française et guinéenne. Et un site d'extrême droite assez connu a contesté cette organisation pour diverses raisons. Et en premier lieu parce que, estimant que Black M avait des paroles trop critiques vis-à-vis de la France. Donc première controverse. Seconde controverse, c'est jeune. Le fait qu'il court dans un cimetière. Alors c'est pas une controverse qui a eu lieu sur le lieu de la commémoration. C'est une controverse qui a eu lieu par effet du double écran sur Twitter, par des gens qui regardaient la télévision en même temps, donc, avec l'effet caméra à distance, puisque ceux qui étaient sur place voyaient ces jeunes beaucoup plus proches, d'une part, et puis par des gens qui retweetent sans nécessairement avoir regardé, déjà échaudés par la première controverse. Or, ces 2 controverses, elles sont représentatives de ce que j'appelle cette mémoire collective à haute fréquence, dans la mesure où elles ont été largement amplifiées par l'usage d'un réseau social numérique spécifique, qui est Twitter. Twitter, c'est le lieu de la circulation d'informations à haute fréquence.
le fait que les réseaux sociaux numériques, la haute fréquence, c'est le fait que les réseaux sociaux numériques ont largement accéléré la circulation d'informations. Et la mémoire collective, l'information mémorielle, est une information en soi, donc elle circule. Hein. La mémoire collective n'est pas quelque chose de figé. Enfin, c'est plutôt une interaction entre stock d'informations et flux d'informations. Donc voilà, deux controverses sur lesquelles je vais revenir un tout petit peu, mais sans plus, qui sont tout à fait exemplaires de ce qu'on peut aujourd'hui appeler la mémoire collective à haute fréquence. Alors, je vais un peu préciser ce que j'entends par mémoire collective à haute fréquence. Je me réfère pour ça aux travaux de Dominique Boulier. Alors, vous pouvez voir, il vient de publier un livre qui s'appelle Propagation, qui est particulièrement intéressant, mais qui est plus général. Je me réfère surtout à un article qu'il a publié en 2015 avec une version en anglais publiée en 2016, où il décrit justement ce qu'il appelle la troisième génération des sciences sociales, c'est-à-dire celle qui ne repose pas sur les grandes séries statistiques, Durkheim, ni sur les sondages, Gallup, mais sur les traces du big data, les traces des données massives. Et ce qu'il montre, c'est que effectivement, les réseaux sociaux numériques, c'est une accélération de la circulation de l'information, et que cette accélération de la circulation de l'information, avec une comparaison implicite avec la finance à haute fréquence, avec le high frequency trading, cette haute fréquence a des moments où ça ne fonctionne, comment dire, qui correspondent dans le high frequency trading à ces mini crashs que le HFT a pu provoquer, qui sont des crashs secondes. En fait, pendant une seconde ou quelques secondes, en fait, tout d'un coup, les cours s'effondrent et puis ensuite ça reprend. Et ce qu'il appelle dans le cas de la circulation d'informations, il appelle ces sortes de soubresauts des vibrations. Alors, je crois que c'est le terme anglais. Je ne me souviens plus du terme français, mais finalement, ça marche très bien aussi en français, ce terme de vibration. C'est des moments très brefs de circulation extrêmement intense de l'information. Et typiquement, les deux controverses que j'ai décrites sont des vibrations, des moments où la circulation d'information, tout d'un coup, s'accélère, autour d'un sujet, ici, extrêmement controversé. Et si l'on considère la mémoire collective comme une interaction qui résulte de liens sociaux, hein, la mémoire collective et sociale, entre stock et circulation d'information, eh bien cette circulation d'information à haute fréquence ne peut avoir que des conséquences, ne peut que avoir des conséquences sur la mémoire collective et sur les modes de commémoration. Alors, il est vrai que je ne suis pas nécessairement capable, malgré un projet de recherche qui a commencé en 2014, de décrire l'ensemble de ces conséquences, et que je vais ici plutôt me pencher sur la question de la commémoration. La commémoration est finalement un résultat, intègre la mémoire collective, mais il est clair qu'on ne commémore plus aujourd'hui de la même manière parce qu'il y a les réseaux sociaux numériques. Plus tout à fait de la même manière. Donc ici, je vais un peu plus m'orienter sur la question de la méthodologie. Alors, je suis un historien, donc je théorise assez peu. C'est quand même, en règle générale, le reproche qui est fait aux historiens. Donc, ma proposition méthodologique, elle est assez lâche, on va dire, assez vague. Mais c'est quand même une proposition méthodologique. Et cette proposition méthodologique pour étudier la mémoire collective à haute fréquence, elle est au croisement de plusieurs éléments. D'abord, les propagations. Jusqu'ici on pouvait appeler mémétique en fait, donc la circulation d'informations à haute fréquence. Typiquement c'est une propagation, c'est un type de propagation. Les données massives, mais avec aussi un raisonnement qui est très inductif, enfin, ce qui implique un raisonnement très inductif, on part des données. Alors les historiens en règle générale ont de base un raisonnement très inductif, c'est-à-dire qu'ils utilisent toujours un corpus de sources primaires, et c'est toujours la source primaire qui est plus importante, qui est le plus important. Mais il pose quand même une question de recherche. Comme je vous l'ai dit, pour le projet WW1, j'ai commencé, en fait, pas par une question de recherche, mais par une collecte. Un peu par hasard, c'est la jeunesse du projet qui veut ça. Comme lorsque j'ai lancé cette recherche sur la crise sanitaire, je ne me suis pas posé la question de recherche, de la problématique que j'allais traiter. Mais là, c'était une autre genèse, celle de l'urgence. Celle du « il arrive quelque chose, que faire ?» Et ensuite, troisième élément important, c'est le scalable reading.
Donc, en règle générale, on fait énormément référence au distant reading, à la lecture distante de Moretti ici, mais de plus en plus, en fait, on s'oriente vers quelque chose qui est une lecture à multiples échelles. Je ne sais pas très bien exactement comment on peut traduire ça en français de manière élégante, mais disons qu'il faut utiliser tous les modes de lecture que nous pouvons avoir de la lecture proche, au niveau du tweet, dans mon cas, voire au niveau du vocabulaire utilisé, vers une lecture distante, donc celle du topic modeling par exemple, celle du text mining. Et cette proposition méthodologique est aussi au croisement de doit aussi avoir quelques garde-fous. Le premier garde-fou, c'est toujours garder le lien avec la source primaire. Dans toutes les méthodologies que je vais dans toutes les représentations, les visualisations graphiques que je vais vous montrer pour le projet WW1 notamment, je suis toujours capable de remonter à un tweet précis. C'est une base. C'est ce qui permet aussi le scalable reading. Et c'est très intéressant, par exemple, pour étudier un type de propagation, les tweets qui viennent de comptes Twitter inconnus, mais qui tout d'un coup sont extrêmement retweetés. Et ça permet quand même de regarder le tweet pour savoir pourquoi il a été retweeté. Il y a eu le cas d'un tweet qui commence par une lettre qui s'avérait fausse, d'ailleurs par le début d'une lettre qui en fait était un faux, d'un poilu à sa femme, et qui était en fait un tweet extrêmement émotif. Donc ça explique qu'il était retweeté 13 000 fois, alors que le compte qui avait émis ce tweet, n'était pas particulièrement connu. Et ensuite, il y a le lien avec le réel. C'est le second garde-fou. Les réseaux sociaux numériques s'intègrent dans un ensemble médiatique qui comprend la presse, la télévision, la radio et d'autres éléments, et les grandes plateformes du web hors réseaux sociaux numériques, évidemment. Et ensuite, ça s'ancre dans le réel, entre guillemets. En fait, il faut même aller plus loin, il n'y a pas vraiment de différence entre la vie réelle et ce qui est en ligne, au point qu'un chercheur italien a commencé à utiliser l'expression on life, qui fusionne in real life et online. Donc c'est aussi un garde-fou, toujours se dire qu'à un moment il y a un ancrage dans le réel. Alors commençons avec le projet. Le titre ici est trompeur parce que le projet sur le Covid, en fait, je vais en parler dans la partie suivante. Mais commençons par le projet sur les échos du centenaire de la Première Guerre mondiale. Alors ceux qui ont, et peut-être m'ont déjà lu, vont pas apprendre grand-chose de nouveau, j'en suis désolé. Le premier point sur lequel je vais insister, c'est que je ne revendique pas en fait un usage, de la pointe des méthodologies numériques. C'est finalement ce que je vais faire, c'est un usage très classique de méthodologie numérique. J'utilise une sorte de topic modeling, quelque chose qui fait fonction de topic modeling. J'utilise de l'analyse réseau. Ce sont des méthodologies des humanités numériques, des méthodologies numériques qui sont très rodées. Mon but dans ce projet, ma question méthodologique dans ce projet, c'était, après la collecte, que je maîtrisais déjà, comment puis-je faire, alors que je ne suis pas un data scientist, que je n'ai pas été formé pour ça, comment puis-je faire pour traiter ces données extrêmement importantes en termes de masse. C'est du big data pour l'historien, c'est-à-dire que je ne peux pas lire moi-même directement les sources, il faut que je fasse appel à l'ordinateur. Je suis dans la position, je mets souvent ce tableau que j'aime beaucoup, mais qui est aussi très métaphorique, je suis dans la position de cet historien ou de cette historienne qui est face à une mer de données. Et comment puis-je faire? Alors je vais faire appel à une notion que je vais développer un peu dans la partie suivante, qui est le bricolage, c'est-à-dire que je vais utiliser des méthodologies issues des sciences informatiques pour pouvoir répondre, pour pouvoir mener ma recherche, tout simplement. Donc c'est pas nécessairement un usage, je ne fais pas de la recherche en humanité numérique, au sens où je ne fais pas de la recherche pour pousser, ou inventer de nouvelles méthodologies numériques. J'utilise des méthodologies numériques qui sont la plupart du temps très rodées. Le topic modeling, tel que je l'utilise, c'est pas exactement du topic modeling, mais ça fait fonction de topic modeling, c'est de la stat française, en gros, qui est issue de recherche, qui s'est
produites entre les années 70 et 90. Bon. La première question de ces projets, c'est d'abord se poser la question de la collecte. Vous avez ici une description de ma base de données. Alors, le projet sur les échos du centenaire sur Twitter est un projet que j'ai mené de 2014 à 2019. Donc, c'est un projet qui est à peu près terminé, même si j'en parle encore, 2019, pour avoir un 11 novembre hors du centenaire. La collecte s'est faite avec ce qui s'appelle une interface de programmation, une API, en gros un dispositif sociotechnique qui me permet de connecter mon serveur à Twitter, d'envoyer une requête et de récupérer des données en échange. Cette requête, en gros, sont des mots-clés ou des hashtags. Des mots-clés, quand le mot-clé est vraiment très spécifique à la Première Guerre mondiale, ça permet d'avoir une collecte un peu plus large que le hashtag. Des hashtags, quand c'est un mot-clé qui est ambigu, mais avec le H, devient clairement lié à la Première Guerre mondiale. Et j'utilise dans cette interface de programmation un jeu de commandes bien précis qui permet de collecter, avec cette version de l'API, qui permettait de collecter des tweets en direct. C'est-à-dire que je ne pouvais pas regarder l'historique de Twitter. Je n'aurais eu de toute façon accès à cet historique à l'époque que sur une semaine, à moins de payer, pour avoir l'ensemble de l'historique de Twitter. Donc ça a quand même des petites complexités. Alors c'est un avantage, le streaming, c'est que justement ce sont les controverses. Les controverses, c'est les moments où les gens, quelques minutes après, effacent leur tweet. Or, avec l'API de streaming, un tweet sort, il est dans ma base de données. Quasiment. Il y a probablement quelques secondes de délai, mais pas tellement plus. Donc, on voit mieux les controverses. Mais ça nécessite un peu d'anticipation. J'y reviendrai. Et donc, il a fallu que je rajoute des hashtags au fur et à mesure de la collecte, qui a été longue. Hein. C'est d'avril 2014 au 1er avril 2014 au 1er décembre 2019. Par exemple, le hashtag 1J, 1P pour un jour, un poilu, qui était utilisé par des comptes Twitter, enfin, par des gens, qui allaient indexer une base de données, qui est la base de données des poilus morts, des morts pour la France. Il n'y a pas que des soldats, mais c'est essentiellement des soldats. Ou pour ajouter des hashtags qui ne sont pas prévisibles à l'avance, comme somme 100. Bon, après, Verdun 100, somme 100, par exemple, j'ai pu mettre Vimy 100 tout de suite. Il y a quand même un certain schéma là-dedans, mais en 2014, on ne pouvait pas nécessairement savoir que les hashtags se feraient, des grandes commémorations pendant le centenaire se feraient sur ce modèle. À la fin, j'ai 9 millions de tweets. Donc ça paraît parfois gros, en fait, ça ne l'est pas. C'est assez standard, dont 2 tiers de retweets. Donc si je prends les tweets originaux, je suis à 3 millions et demi à peu près, parce qu'il y a un peu plus de 9 millions de tweets. Donc 9 millions de tweets émis par 1,5 million de comptes Twitter, donc c'est pas non plus... on parle pour Twitter, en 2019, ce sont les derniers chiffres qu'on a, de environ entre 300 et 500 millions d'utilisateurs. C'est 80% des tweets anglophones, 15% des tweets francophones, et puis les 5% restants. Il y a beaucoup d'espagnols parce que le hashtag 11 novembre pour le 11 novembre est utilisé, en fait c'est pas l'espagnol, c'est du catalan, est utilisé en Catalogne dans un cadre nationaliste, donc c'est du bruit, de mon point de vue, hein, pour mes recherches. Et il y a quelques milliers de tweets allemands, mais pas grand-chose, alors que j'ai essayé de les collecter. Donc c'est déjà une première indication à regarder les langues. Donc en Allemagne, la Grande Guerre n'est pas un objet de mémoire collective. C'est la Seconde Guerre mondiale qui écrase énormément. Donc surveiller et anticiper pour avoir une base de données de tweets qui soit quand même pas représentatif, parce qu'il n'y a pas de garantie avec Twitter qu'on puisse avoir quoi que ce soit de représentatif, mais quelque chose, disons, d'équilibré. Bon, disons, toutes les grandes commémorations sont à peu près représentées, par exemple. 80% de tweets anglophones, 15% de tweets francophones, c'est pas non plus surprenant. Les Français sont montrés bien meilleurs, par exemple, les musées français bien meilleurs à utiliser Facebook, par exemple, que Twitter. Twitter est un peu moins dans les mœurs en France. Bon. Donc, il faut surveiller sa base de données pour l'apparition des hashtags, pour l'absence de hashtags. Et pour surveiller sa base de données, ça veut dire qu'on va commencer à faire de premières analyses. Ce pas des analyses pour répondre à une question de recherche, c'est une analyse pour comprendre ce qu'il y a dans sa base de données. Parce que même dès qu'on passe 100 000, 200 000 tweets, en fait, on ne peut plus humainement savoir précisément ce qu'il y a dans une base de données. Donc on va mener des analyses, type topic modeling, mais après des analyses simples aussi, en regardant le nombre de fois où tel hashtag apparaît dans la base de données, le nombre de tweets par jour, etc. J'y reviendrai, parce que je l'utilise aussi pour les résultats.
Et ça permet, par exemple, de voir l'apparition de hashtags. Il y a des hashtags qui tout d'un coup apparaissent dans la base de données alors qu'on ne les collecte pas. Et ça, ça interroge un peu, donc on va voir le hashtag. Ça nécessite une présence sur le terrain qui est Twitter. Et on va regarder si ça vaut le coup de l'intégrer dans sa collecte. Ça a été le cas, comme je l'ai dit, du hashtag un J1P, un jour un poilu. Je l'ai vu apparaître. Ensuite, je suis allé sur Twitter, j'ai commencé à discuter avec certains comptes Twitter qui utilisaient ce hashtag sans nommer le hashtag, pour ne pas être moi-même dans ma base de données, même si ça aurait été avec 9 millions de tweets tout à fait négligeable. Et c'était clairement un phénomène qu'il fallait que je capture. Donc, je l'ai intégré. Mais regarder sa base de données, c'est aussi regarder l'absence de hashtag. L'absence de hashtag allemand, l'absence de tweet en allemand, qui est très surprenante, mais finalement assez logique. Mais aussi l'absence de hashtag clairement identifié pour la première bataille de la Marne. Première bataille de la Marne, c'est pas quand même un événement, c'est pas tout à fait un événement accessoire, puisque c'est l'événement qui a fait que la Première Guerre mondiale a été une guerre longue et pas une guerre courte. C'est le début du passage de la guerre de mouvement à la guerre d'opposition. Eh bien, il y avait des commémorations très locales pour cette première bataille de la Marne, et donc pas de hashtag unifié, outre le hashtag Marne, qui était impossible à collecter, dans la mesure où j'aurais eu 95% de bruit, puisque c'est d'abord des gens qui parlent de leur département, pas de l'histoire. Mais on peut aussi constater qu'il n'y a pas de hashtag lié à Jean Jaurès ou à Georges Clemenceau, donc deux personnalités françaises, pas négligeable pour comprendre la Première Guerre mondiale, côté français en tout cas. Pourquoi ? Parce que 2014 a été l'année Jaurès. Donc Jean Jaurès assassiné fin du mois de juillet 1914, ce qui ouvre la voie à l'union sacrée, en ralliement de la gauche à l'union sacrée, donc à la guerre. C'est une année Jaurès qui a parlé... donc il y avait un hashtag Jaurès, mais qui a parlé de l'ensemble de l'œuvre de Jaurès, et accessoirement, très accessoirement, de son assassinat. Clemenceau, c'est la même chose, mais en 2017, l'année Clemenceau, où est évoqué beaucoup plus que son rôle dans la Première Guerre mondiale, donc ça aurait fait beaucoup trop de bruit. Difficile à classer, avec un apport à la base de données probablement assez négligeable. Et surveiller sa base de données, ça nécessite aussi de surveiller son terrain, et mon terrain ici était double. D'une part Twitter, le terrain essentiel, donc parler avec des comptes Twitter impliqués dans les commémorations, c'est intéressant, mais c'est aussi utiliser Twitter pour surveiller un autre terrain qui est le terrain des commémorations en elles-mêmes. Le 1er juillet 2016, le jour de la commémoration du centenaire de la bataille de la Somme, ce sont des comptes Twitter, alors j'étais en train de regarder Twitter aussi, qui m'envoient un tweet en me disant « le hashtag pour aujourd'hui c'est Somme 100 ». Et donc je l'ai intégré dans ma base de données. Et surveiller sa base de données et son terrain, ça permet d'anticiper. Et ici, anticiper est extrêmement important, puisque je ne pouvais pas regarder dans l'historique de Twitter. Donc c'est aussi ici, surveiller et anticiper, deux éléments assez importants de la méthodologie de ce type de projet de recherche. Alors, je vais quand même passer quelques temps à vous montrer quelques analyses de cette base de données. Les premières analyses sont très simples. Ici, vous avez une représentation. Alors, d'un point de vue design, je suis très mauvais, je m'en excuse. Mes visualisations de données sont moches. C'est une représentation des hashtags. Et sur cette représentation, ce qui est assez intéressant, c'est que d'abord, on voit tout de suite que c'est très anglophone, puisque le hashtag le plus représenté, c'est WW1, avec sa variante WW1, mais en chiffres romains, Lest We Forget, Somme 100. On remarque aussi tout de suite que le premier hashtag francophone, c'est 11 novembre. Mais on voit aussi assez vite des hashtags qui ne devraient pas être ici s'il n'y avait pas eu des éléments particuliers, notamment le hashtag Black M, par exemple, qui se réfère donc à l'une de ces controverses sur la commémoration de la bataille de Verdun. C'est aussi un mélange assez intéressant de hashtags qui sont spécifiques à la Première Guerre mondiale, de hashtags spécifiques à d'autres moments, à d'autres types de commémorations. Vous voyez WW2 sur la Seconde Guerre mondiale, donc on voit aussi un peu les liens entre les types de commémorations, entre les événements commémorés, et des hashtags qui sont plus mémoriels, mais plus génériques. On this day, lest we forget, par exemple. Enfin, vous avez des hashtags tout à fait politiques. On peut voir assez rapidement Trump, par exemple. Il est probable qu'on voit Macron, Hollande, etc.
Seconde visualisation possible, hein, elle est extrêmement simple, c'est le nombre de tweets par jour dans ma base de données. Alors, il faut faire attention avec ce type de visualisation, c'est autant une visualisation de ma base de données, de ce qui se passe dans ma base de données, que de ce qui se passe sur Twitter. C'est même plus une visualisation de ma base de données. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir un corpus à peu près équilibré. C'est en espérant que ça reflète à peu près ce qui s'est passé sur Twitter. Et le nombre de tweets par jour est déjà intéressant, d'abord parce qu'il met une hiérarchie dans les commémorations. Donc là, il n'y a pas l'année 2019 sur cette représentation-là, mais le dernier grand pic, en fait, c'est le 11 novembre 2018, qui est le point d'orgue, et la fin des commémorations du centenaire. Là, dans la journée, il y a eu, donc ça c'est un échantillon de 10%, mais dans la journée, il y a eu plus de 900 000 tweets collectés. C'est la seule fois où j'ai atteint ma limite de 1% pour rester dans la partie gratuite de l'interface de programmation. Donc il y a déjà cette hiérarchie. Et la seconde commémoration la plus tweetée, ça a été la bataille de la Somme. Mais on peut aussi, donc il y a une petite hiérarchie, on peut aussi voir des récurrences. Les 11 novembre sont récurrents, mais ce qui n'est pas le cas tout à fait de la bataille de la Somme ou la bataille de Verdun, par exemple. Ces commémorations-là, la Somme comme Verdun ont été commémorées, mais plus simplement en 2017 ou en 2015, 2014, 2018, tous les ans, mais beaucoup moins, en fait, qu'en 2016, qui est là aussi une grosse année de commémoration avec Verdun et la Somme. On peut voir aussi une anomalie. À un moment, vous avez un double pic. Alors, je ne sais pas si on voit ma souris à l'écran, mais oui, on la voit ici. Et ça, c'est une anomalie. Normalement, c'est une commémoration, un pic. Et cette anomalie, c'est les deux controverses que j'ai mentionnées. Et vous voyez que le premier pic a une traîne relativement longue pour Twitter, hein, donc de quelques jours. C'est la controverse Black M, parce qu'il y a un mode de controverse qui est assez, comment dire, qui a fait le ping-pong entre différents types de médias. C'est pour ça qu'il y a une traîne un peu longue. Ensuite, pour continuer sur le nombre de tweets par jour, on peut aussi utiliser notamment des outils de topic modeling ou les métadonnées Twitter, mais qui sont assez peu précises, pour faire une répartition linguistique. Et là, on voit aussi des schémas sortir. Le 11 novembre, par exemple, est une commémoration qui est très francophone. Sauf 2018, mais là, vous aviez un très grand nombre de chefs d'État ou de gouvernement invités à Paris. Donc, aussi, c'était un événement qui était, pour le coup, qui est devenu plus anglophone que francophone d'une certaine manière. Donc, il y a déjà le fait que le 11 novembre, cette commémoration récurrente, et ça se voit aussi dans ma base de données, c'est aussi récurrent dans ma base de données. Ensuite, on s'aperçoit qu'il y a des commémorations plus spécifiquement francophones, outre le 11 novembre, Verdun, tout simplement. J'arrive plus à me souvenir où est la commémoration du centenaire de la bataille de Vimy, qui est importante pour les Canadiens. Mais c'est une commémoration qui est très aussi franco-anglaise en termes de langue. Mais on s'aperçoit qu'il y a donc la Somme est très anglophone, mais il y a aussi pas mal de tweets français ce jour-là. Il ne faut pas que le fait qu'il y ait beaucoup de tweets d'une langue écrase le fait les autres langues. Donc il faut un peu bien regarder. Mais si vous voyez le premier pic, il est très spécifiquement anglophone. Et ça, ce sont les entrées en guerre. Que le 3 août 1914 est une date importante pour le Royaume-Uni, quand l'entrée en guerre n'est pas si importante que ça pour le français, pour les Français. C'est le 11 novembre, qui est plutôt important. Quant à l'attentat de Sarajevo, c'est un micro-pic au début, ce qui est assez surprenant, parce que ça devait être le lancement du centenaire, un lancement international, et en fait, ça n'a pas marché. Ça aussi, ça n'a pas marché dans le monde réel et sur Twitter. Ça aussi, c'est un élément assez important à vérifier, à regarder. Enfin, le classique topic modeling. Alors, comme je l'ai dit, ce que j'utilise n'est pas du topic modeling, mais ça fait fonction de topic modeling. À la fin, on a des clusters avec des mots-clés qui nous permettent de regarder les grands thèmes qui traversent notre corpus. Donc ça, c'est une classification hiérarchique descendante. Ça a été théorisé par Max Reiner dans les années 80 et 90. C'est fait avec le logiciel Iramutek. C'est de la statistique plutôt descriptive, mais c'est très, très efficace. Ce que vous voyez sont des clusters de tweets,
de segments de texte, mais dans mon cas, les textes sont des segments de texte qui sont des tweets. Et les mots-clés que vous voyez sont les mots les plus représentatifs de ces clusters, de ces profils de tweets. Et ce qu'on voit ici très rapidement, c'est qu'il y a des clusters de différentes natures. Il y a des clusters qui racontent les poilus et leur expérience sur le terrain, qui rendent hommage aux poilus de deux manières, parfois très précisément, on voit leurs prénoms. Louis, Jean, par exemple, Joseph, sont des prénoms classiques de l'époque qui se voient beaucoup. On donne leur régiment, on donne leur classe, et parfois, vous avez un cluster notamment qui est toujours dans le registre de l'hommage, mais l'hommage plus générique. Ensuite, vous avez, et c'est la classe qui est violette foncé, si on voit bien à l'écran, allez, honte, politique, con, ça c'est merde, ça c'est le registre de la controverse. Pour Black M, c'est le cluster 10 qui est juste à côté. On voit Black parce que la lématisation fait que Black M est réduit en Black. Rappeur, extrême droite, etc. Ça, c'est la controverse Black M plus précisément. Ensuite, vous avez des clusters qui sont plus précisément sur les commémorations elles-mêmes, soit avec un vocabulaire assez neutre, soit un vocabulaire plus politique et moins neutre. On voit effectivement les politiques qui sont impliqués dans les commémorations, notamment en 2018. Donc c'est la catégorie grise, qui devrait être jaune d'ailleurs. On voit Macron, Hollande, Trump, Merkel, etc. Il y a des clusters sur plus les événements eux-mêmes, les conditions du champ de bataille, et il y a des clusters sur l'indexation, la base de données des morts pour la France. Donc ça, c'est la partie française, le corpus francophone, qui est plus simple, enfin que je prends comme exemple. Il y a un cluster assez intéressant parce qu'il est sur les techniques d'indexation de la base de données des morts pour la France. Il y a des clusters sur des publications d'archives, de livres, etc. Ce qui est bien avec Uramutech, c'est que je peux projeter ça dans le temps. Et oui. Et cette projection dans le temps, alors si je vous la mets comme ça, c'est un graphe qu'il faut un peu apprendre à lire, mais ce que je peux déduire d'un tel graphe, c'est d'abord qu'à toute grande commémoration, vous voyez, quand le mois, ça c'est une représentation par mois, quand le mois est plus large, ça signifie qu'il y a eu plus de tweets. En règle générale, c'est un mois où il y a eu une grande commémoration. C'est pour ça que le mois de novembre 2018 est particulièrement énorme, tout à la fin. Et si l'on regarde, vous vous souvenez de ce cluster violet, ce cluster violet qui est avec des mots représentatifs qui sont du registre de la controverse, est présent à chaque commémoration. Cela signifie que le discours, souvent politique, qui tente à dire que la commémoration est là pour unir une nation, est faux, ou en tout cas partiellement faux. En tout cas, on n'unit pas toute la nation autour d'une commémoration. Il y a toujours une voix discordante. Il y a toujours des voix discordantes, pour à chaque fois des raisons différentes. Les deux controverses que j'ai déjà évoquées, d'ailleurs, c'est si vous regardez, c'est celle-là, c'est cette colonne-là. Là, il y a même plus en fait de clusters liés à la controverse. Le 11 novembre 2018, pour des questions racistes, parce que une femme africaine a chanté une chanson en hommage aux tirailleurs sénégalais. En 2014, par contestation de François Hollande et du mariage pour tous, donc l'ouverture du mariage aux non-hétérosexuels. À chaque fois, il y a des choses différentes. Donc la commémoration n'unit pas tant que ça. Elle divise aussi. Elle est controversée. La seconde chose, parmi d'autres, que je peux déduire d'un tel schéma, d'une telle visualisation, c'est qu'on ne parle pas des poilus, donc des soldats morts pour la France, des poilus morts pour la France, de la même manière les jours de grande commémoration. Là, on a essentiellement un vocabulaire lié à l'hommage, mais qui est générique, un hommage générique à tous les poilus, en comparaison du reste de l'année. Le reste de l'année, on s'intéresse à son grand-père ou à son arrière-grand-père qui est mort sur le champ de bataille. On s'intéresse à des poilus spécifiques, à des soldats spécifiques. Et ça rappelle que le poilu mort pour la France est, dans la mémoire collective française, est vraiment central pour la Première Guerre mondiale. Dans le corpus anglophone, on a plus de choses sur le champ de bataille, puisque les corps n'ayant pas été rapatriés, les cimetières sont autour des champs de bataille. Donc c'est le champ de bataille qui est assez important, qui est plus important. C'est toujours relié au cimetière, donc aux soldats qui sont tombés pour un pays, mais ça se cristallise plus sur le champ de bataille et les cimetières en France.
Je fais aussi de l'analyse de réseau avec. Alors, les graphes d'analyse de réseau sont les plus moches. Le choix des couleurs, j'y arrive pas. C'est pas des graphes que fait Martin Grandjean à Lausanne, qui sont super esthétiques, qui sont repris dans toutes les notices Wikipédia sur l'analyse réseau. Et j'aime bien regarder les chiffres dans GFI, par exemple, parce que parfois les indications quantitatives pour les analyses réseau sont plus intéressantes. Mais là, en gros, ça montre la structure aussi de ma base de données avec un gros groupe anglophone, qui est beaucoup plus gros en réalité, parce que ça, c'est déjà très filtré. Donc c'est la partie haute, la partie bleue, et la partie verte qui est francophone. Et puis là, on peut regarder, vous avez par exemple le compte de l'historien Nicolas Beaupré, qui fait partie de ceux avec qui j'avais discuté à l'origine ce projet de recherche, par exemple, qui tweet en anglais, en français, qui est très inséré dans les milieux de recherche sur la Première Guerre mondiale internationaux, fait partie des comptes qui font le lien entre les deux. On peut aussi déduire que le groupe anglophone n'est pas structuré de la même manière que le groupe francophone. Le groupe anglophone est très structuré autour des musées, autour de la Poppy Legends, donc l'association des anciens combattants, autour aussi de projets d'histoire publique. En France, c'est très structuré par la mission du centenaire, qui est une mission interministérielle qui a coordonné le centenaire. Il y a aussi une journaliste, Stéphanie Trouillard, qui a joué un rôle important. Ce qu'on voit aussi sur ce graphe et qui n'était pas clair dans les premières années, c'est ce groupe qui se détache, que vous voyez vers le bas. Et ce groupe qui se détache, quand on le regarde précisément, c'est le groupe de la controverse, francophone, mais qui est quasiment séparé du reste du groupe francophone. Il y a des ponts, il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de liens, mais qui se détachent. Bon, donc quel type d'analyse effectuer? Si on revient à la proposition méthodologique, j'ai utilisé les logiciels que j'ai utilisés, c'est avec GFI, en gros c'est du topic modeling ou quelque chose qui fait office de topic modeling et de l'analyse réseau, mais il faut avoir un œil sur les méthodologies émergentes. Alors émergentes au sens celles qui commencent à être très bien rodées en fait. Comme le moment où ces méthodologies passent plutôt en fait du statut d'émergente à statut de méthodologie assez très fondée, assez fondée. Et par exemple, aujourd'hui, je pense que je jetterai un coup d'œil sur les word embeddings qui commencent, les vecteurs de mots qui commencent à être très utilisés et bien rodés avec des librairies Python Pythonware ou quoi que ce soit, quel que soit le langage que vous utilisez, qui commence à être robuste. Mais comme je l'ai dit, je ne fais pas la recherche en humanité numérique. J'applique les humanités numériques à mon sujet, qui est lié à l'histoire et aux mémoristes de je n'ai aucune idée du temps, donc si je suis trop long, il faut me le dire. Je peux vous faire un signe de ça marche. Il reste 17 minutes. Ah bon, alors je vais devoir accélérer un peu. Alors, je vais aller sur la notion de bricolage, mais cette partie est plus courte. Le bricolage, c'est justement, c'est une capacité à s'adapter pour survivre. En gros, je suis un historien, j'appartiens à une discipline historique, à une discipline qui a toujours été sous pression d'autres disciplines. La sociologie, c'est les débats autour de Siméon au début du XXe siècle, par exemple. Le fameux article sur la longue durée de Fernand Braudel, c'est une réponse aux anthropologues, aux ethnologues, aux sociologues. Et aujourd'hui, sous pression, la science informatique, clairement. Donc le bricolage ici, en fait, c'est prendre ce qui vient des sciences informatiques ou de l'application des sciences informatiques aux sciences humaines et sociales, c'est-à-dire les humanités numériques, et puis l'adapter à un sujet qui m'intéresse. Et voilà, c'est ça le bricolage en gros. Et le cas du projet Covid-19 est assez intéressant parce que c'est la limite du bricolage. En gros, le 15 mars 2020, jour d'élection en France, avec probablement dans les 2 jours un confinement à venir, je reprends mon serveur que j'avais utilisé pour les échos du centenaire sur Twitter, qui est prêt, je le mets un peu à jour, et puis je commence à collecter des données sur la crise sanitaire. C'est ce que je pouvais faire à ce moment-là. Quelques jours après le passage de Michael, d'ailleurs, à l'Université du Luxembourg. Il en résulte une base de données de 65 millions de tweets. Donc là, mes techniques avec Iramutek, GFI commencent à être plus que limitées.
sont des logiciels qui ne peuvent pas gérer autant de données. Bon, la moitié est sur mars-juin 2020, donc le grand confinement. C'est une collègue qui a été stoppée il y a quelques jours par défaut, enfin par obligation, parce que Elon Musk, parce que fin de l'API en version 1.1. Et l'objectif était de mener une collecte à très long terme pour savoir quels sont les aspects de la crise qui intégreront la mémoire collective. Donc j'espérais bien pouvoir collecter des tweets sur peut-être 10 ans. C'est raté. Donc je réutilise un savoir-faire antérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai quasiment pas utilisé cette base de données de 65 millions de tweets jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que est sortie une nouvelle version de l'API avec un nouveau produit qui s'appelle l'Academic Product Track en 2021, où Twitter, une fois après avoir demandé à être labellisé chercheur, reconnu comme chercheur par Twitter, permet en fait d'accéder gratuitement aux chercheurs à 10 millions de tweets par mois dans tout l'historique de Twitter. C'est carrément la fête. C'est probablement terminé fin avril, hein, cela dit. Et donc j'ai changé d'outil. Je collectais mes tweets avec des MIT4. Maintenant, je les collecte avec Twark, qui est un outil absolument génial du groupe Documenting de Nao. Et ça me permet en fait de collecter des corpus ad hoc en fonction de l'article et de la question de recherche de l'article. Donc je change aussi avec le changement d'un dispositif sociotechnique. Ça me permet aussi de poser ma question de recherche avant de collecter les tweets. C'est nouveau pour les recherches sur Twitter. C'était relativement nouveau. En tout cas, c'est une qualité. Un exemple, c'est la commémoration, c'est comment commémorer en confinement. On a comparé avec ma collègue Deborah Paci, à l'époque à l'Université de Venise, maintenant à Modène. On a commémoré la manière dont les Italiens, on a étudié la manière dont les Italiens ont commémoré sur Twitter le 25 avril, qui est la date importante, c'est la fin du régime mussolinien, la fin de la République de Salo, en Italie, et on a comparé avec la manière dont les Français ont commémoré le 8 mai. Donc, base technique de collecte très différente, du coup, une inversion entre la collecte et la question de recherche aussi. Ça veut dire des biais différents. Je collecte a posteriori, ça veut dire que les controverses sont probablement plus lissées, moins visibles, parce qu'on supprime des tweets avec les controverses, voire on supprime des comptes. Et ce qu'on a vu avec cette recherche, encore plus que pour le centenaire, c'est le lien vie réelle, entre guillemets, vie en ligne très fort. C'est-à-dire que ce qui se passe en ligne sur Twitter dépend énormément de la manière dont les pays ont voulu commémorer. Et côté italien, en fait, on utilise des traditions qui sont anciennes, qui chantaient sur les balcons, qui avaient été très pertinentes pour le confinement. On les réutilise, on les réinsère dans la commémoration et ça marche très bien. Chez les Français, on se plaint. C'est le 8 mai aujourd'hui n'est pas. C'est l'adresse du discours de Macron et son titre. Ce jour n'a pas le goût d'un jour de fête. Et donc, sur côté français, ben c'est plus la controverse. Après, le statut du 8 mai dans la mémoire collective française n'est pas du tout le statut du 11 novembre ou du 25 avril en Italie. Il est beaucoup plus contesté. Hein. Le 8 mai à Orléans, on fête Jeanne d'Arc. Le débarquement est plus important. Le discours de Gaulle de 1940 est plus important, enfin est au moins aussi important, mais on voit comment justement ces traditions commémoratives aussi se répercutent sur Twitter, d'où le lien et le fait de parler de quelque chose en live. Le lien, le fait que la vie réelle, la vie en ligne ne sont plus séparées. Et donc c'est un aspect assez important à considérer. Mais ce sur quoi je veux revenir, c'est que la fluidité des dispositifs sociotechniques et la notion de bricolage font qu'on peut avoir l'impression de faire deux recherches qui sont finalement très similaires et en fait sont deux recherches différentes parce qu'à la base, la manière de collecter le corpus n'est plus le même. Et le changement de cette manière a inversé, comment dire, l'ordre chronologique entre la question de recherche et la collecte. Dans ces deux-là. Donc, ce sont finalement deux projets de recherche assez différents. Après, cette base de données de 65 millions de tweets, je l'ai toujours. Là, mon ordinateur ventile, c'est parce qu'il est en train d'intégrer les tweets sur ma base de données locale. Je vais les utiliser, mais du coup, les deux chapitres que l'on a rédigés avec Déborah, eux, sont fondés sur des corpus qu'on a pu collecter après coup, des corpus ad hoc, qui correspondent bien à la question de recherche qu'on voulait poser. Ensuite se pose la question
du passage du bricolage au braconnage. Pourquoi je me suis posé cette question? Même parce que Elon Musk. Qu'est-ce que je fais à partir du moment où mon accès à Twitter va être coupé? Alors, c'est là qu'on passe au braconnage. Le bricolage, c'est s'adapter pour survivre dans un monde numérique. Le braconnage, c'est contourner les règles pour s'adapter pour survivre. Contourner les règles, ça ne veut pas dire toujours être dans l'illégalité ou dans ce qui n'est pas éthique. C'est pour ça que le braconnage reste une notion importante. Mais que faire quand l'accès aux données est coupé? Quand un outil que l'on maîtrise n'est plus développé? Quand une institution, nos institutions peuvent le faire, bloque l'accès à des données, à des outils, à des coopérations, comment équilibrer les impératifs très légitimes de protection des données de la vie privée, donc les impératifs de la protection de la vie des données et les impératifs de la recherche. C'est là qu'on fait appel à la notion de braconnage. Et ici, la notion de braconnage est un étroit chemin de crête entre deux océans d'illégalité et d'illégitimité. Celui où, si on ne respecte pas l'éthique et la protection des données personnelles, on tombe dans quelque chose qui n'est plus éthique et parfois dans l'illégalité. Et d'un autre côté, et je suis sûr qu'il y a d'autres océans, le respect des conditions d'accès aux données qui sont imposées par les grandes plateformes du web. Et la notion de braconnage ne veut pas dire qu'on est dans l'illégalité ou dans le manque d'éthique, je le répète. Il y a eu un cas récent où la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, la Commission de protection des données française, a autorisé un projet de recherche avec des données Facebook qui va contre les conditions d'accès aux données imposées par Facebook, c'est-à-dire qui accepte que les chercheurs et chercheuses scrapent les données, donc utilisent du scrapping, ce qui est normalement interdit par les grandes plateformes du web, parce que la CNIL estimait que la recherche a aussi poursuit des buts qui sont légitimes. Et donc, il y a une hiérarchie. Et donc, ils ont pas été autorisés, parce que la CNIL donne un avis plutôt, mais l'avis a été très favorable. Par contre, évidemment, il y avait un souci de la protection des données personnelles important dans ce projet de recherche. Donc, un chemin de crête très, très étroit, qui est difficile de suivre, mais qu'on peut encore suivre. C'est ça, finalement, un peu le braconnage. Donc, si je conclue un peu, finalement, j'étais dans les temps, ma proposition méthodologique, globalement, est hybride. Elle doit être adaptée au corpus, à la recherche menée, c'est dès la palissade, c'est évident. Hybride parce que pluridisciplinaire, vous avez vu que j'ai fait appel à la linguistique, le topic modeling, c'est entre autres du natural language processing. C'est la linguistique computationnelle. L'analyse de réseau, c'est à la fois des mathématiques et la sociologie. Hybride parce que, et c'est un point que j'aurais pu plus développer, parce qu'on étudie cette haute fréquence, c'est certain, mais on a vu, notamment avec la contestation de la commémoration, avec la manière dont la vie des poilus est commentée quand il n'y a pas de commémoration, qu'il y a un entrelac de temporalité qui s'exprime sur Twitter. C'est-à-dire que la mémoire collective devient haute fréquence parce que les réseaux sociaux numériques, c'est la circulation d'informations en haute fréquence. Mais il ne faut pas non plus que cette circulation d'informations en haute fréquence cache des temporalités plus lentes, plus de long terme, et qui s'insèrent dans des traditions souvent ou dans des cultures qui, elles, sont de très long terme. Dans ma base de données de tweets sur le centenaire, le poilu mort pour la France est central. Et ça, le poilu mort pour la France est central dans la mémoire collective française depuis 1919-1920. Phénomène de long terme qui se répercute sur Twitter. Par contre, les pratiques sont nouvelles, celles d'indexer une base de données, par exemple. Donc hybride aussi parce que multitemporel. Et enfin, hybride parce qu'il faut alterner les modes de lecture par le scalable reading. Là, j'ai insisté sur plutôt la lecture distante, mais il m'est arrivé aussi de regarder des tweets précis. C'est intéressant aussi de regarder dans la base de données des cas beaucoup plus précis, c'est-à-dire d'avoir des versions de la base de données plus précises, par exemple sur la manière dont les politiques s'impliquent dans le centenaire. Bon, les conclusions sont assez pauvres. En gros, ça sert à une campagne, ici implique, ça sert pas à une campagne, ici implique pas. Mais c'est un sujet parmi d'autres, donc on doit faire appel à toutes les manières de lire possibles. Et
Une proposition qui est accompagnée par la notion de bricolage, c'est-à-dire s'adapter à l'évolution des outils que nous utilisons. Quand je dis outils, en fait, c'est pas juste un logiciel, c'est aussi toutes les conceptions qui sont derrière. Parce que parfois, utiliser un outil est plus simple que comprendre, c'est le cas de l'analyse de réseau, toute la sociologie qui est derrière. Comprendre la sociologie qui est derrière GEFI, c'est un peu plus compliqué qu'utiliser GEFI. Et ce bricolage peut aller jusqu'au braconnage parfois quand on n'a pas le choix. Le problème, c'est de savoir quand le braconnage est possible. C'est-à-dire quand on passe au sabotage, mais sabotage de ses propres recherches. C'est-à-dire quand, pour des questions éthiques ou légales, on arrête une recherche ou on abandonne une recherche. Et Twitter, là, à nouveau, est un bon exemple, puisque je vais arrêter de faire des recherches sur Twitter, par exemple. Parce que ça ne m'intéresse pas de faire une recherche sur un réseau social numérique qui fait la part belle à l'alt-right américaine. C'est pas mon sujet de recherche. C'est un sujet de recherche intéressant, passionnant, mais c'est pas mon sujet de recherche. C'est pas c'est pas le but. Donc je peux plus faire des recherches sur Twitter. Il y a d'autres raisons. Hein, ça, je pousse l'argument le plus finalement le plus caricatural, mais il y a d'autres raisons. Depuis 2019, on n'a plus de statistiques précises sur Twitter. On ne sait plus quels sont les nombres d'abonnés, par exemple. La dernière statistique de Twitter sur le nombre de comptes actifs, c'est 2019. Tout le reste, maintenant, sont des projections depuis. La politique nouvelle depuis octobre, c'est un mélange de transparence. L'algorithme, les principes de l'algorithme de classement de Twitter sont sortis hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a quelques jours. Alors c'est juste les principes, il n'y a pas le code, donc on ne peut pas savoir comment ils ont été implémentés. C'est sûr, mais aussi de plus grande opacité. L'API va devenir très payante. Il y a toujours eu un accès gratuit à l'API de Twitter. Accès minimal, mais quand même intéressant. 1% du flux des tweets dans l'API de streaming, c'est quand même 4 à 5 millions de tweets par jour, c'est pas mal. Hein. C'est unique. Facebook ne le permet pas. Et Facebook, c'est très refermé en 2016. Donc déjà, ça va être fermé. On ne sait pas. Donc le 29 avril, cette partie gratuite va complètement disparaître. Les prix annoncés sont délirants. Pour publier automatiquement, je crois, 3000 tweets, il va falloir payer par mois, il va falloir payer $100. Donc, et juste publier des tweets, pas les collecter. Donc ça, je suis au Luxembourg, j'ai de la chance, hein, je peux avoir des financements assez importants, mais je pense que ça vaut plus le coup. Et il y a cet Academic Product Track dont on ne sait pas pour le moment ce qu'il va devenir. Peut-être qu'il sera maintenu, les 10 millions gratuits pour les chercheurs, peut-être qu'il deviendra payant, mais dans des conditions un peu différentes. Ça, personne ne le sait. On est dans une certaine instabilité. En fait, Twitter annonce des politiques qu'ils ne sont plus capables de mettre en place rapidement, puisqu'ils ont viré tout le monde. Donc, on est totalement dans le brouillard. Et le fait qu'on soit dans le brouillard fait que mener une recherche sur Twitter, que les Twitter Studies deviennent quelque chose de très difficile à mener. Et pour ce qu'il m'intéresse, pour les questions de recherche qui m'intéressent et la recherche qui m'intéresse, Twitter désormais n'est plus du tout un média intéressant. Et je vais m'arrêter là. Et je vous remercie pour votre attention.